Alors peut-être en attendant que le micro n'arrive à destination, Nicole, le voile de prière, quelle est sa signification? Pour les hommes? Oui. Je ne suis pas hébraïsante et donc j'ose à peine en parler. Peut-être dans la salle, y a-t-il des amis susceptibles de le faire? C'est vrai que l'anthropologue voit d'abord dans le fait de se couvrir à la synagogue pour les hommes, dans l'Église catholique, dans les églises catholiques, ce sont les femmes qui étaient astreintes à cela, une sorte de marque de subordination à l'égard du Créateur. Hein. Et on marque ainsi son état de subordination, disais-je, mais aussi on se met à distance par rapport aux choses de la vie matérielle, et c'est, me semble-t-il, les deux raisons principales. Ceci étant, je ne suis pas talmudiste, et peut-être y a-t-il des amis susceptibles d'enrichir ma réflexion. Dans ma troisième vie, je me lancerai dans ce travail-là. Donc excusez-moi d'être aussi nul. Non, mais pas du tout, bien au contraire. Ah, si. Donc une vertu d'effacement vis-à-vis du... Voilà. Alors, de soumission et de mise à distance à l'égard de la matérialité de la vie. Voilà. Alors, c'est la fonction la plus évidente de tous les voiles, c'est une protection psychologique, une protection mentale, un repli sur soi, un repli sur ce qui compte et un rejet du matériel. Merci. Alors, merci. Chère madame, une petite question, une remarque et un complément, si j'ose dire, si tant est qu'on puisse compléter une conférence déjà très abondante en images. Je vous avoue, pour une première remarque, que je n'ai pas très bien compris le sens de votre propos. Vous commencez par une espèce de captatio benevolentiae en nous parlant des femmes iraniennes, sur lesquelles vous finissez aussi, pour bien montrer que vous n'êtes pas là pour faire l'apologie du voile islamique, ça on l'a bien compris. Ensuite, vous nous présentez toute une série de voiles divers et variés dans toutes les parties du monde pour montrer qu'au fond, le voile est général, universel et existait partout. Alors, est-ce que ça tend à noyer le poisson, si j'ose dire, du voile islamique, ou est-ce que vous reconnaissez quand même une singularité? Voilà ce que je n'ai pas très bien compris. Alors, moi, je pense qu'il y a une singularité du voile dit islamique qui ne vient peut-être pas du Coran, en tout cas pas dans la traduction de Jacques Berck, mais qui vient du Coran dans l'application qui en est faite par les imams, parce que ces femmes musulmanes ne lisent pas le Coran, ni dans le texte de l'arabe classique, ni dans les traductions, je suppose. Elles appliquent le Coran dont on leur dit qu'il dit ce qu'il dit dans les mosquées, dans la place réservée particulière à part qui leur est faite dans les mosquées. Ce sont les imams qui interprètent le Coran. Donc, elles le portent parce que c'est la volonté de Dieu. Je ne crois pas que, ni dans les règles monastiques catholiques, ni dans la tradition de tous les pays dont vous avez parlé, le voile soit présenté comme une application de la volonté de Dieu. Il y a, je me permets d'ajouter cette information à votre dossier déjà très riche, et comme je suis professeur de droit romain, vous voudrez bien m'excuser cette marotte, il y a dans des dispositions du droit romain des dispositions portant sur le voile, le velum, qui disent que la femme honnête, la matrona, ne doit pas sortir sans voile. Mais qui disent en même temps que les prostituées, lupae, celles qui sont dans le lupanar, ne doivent pas sortir avec un voile, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse les confondre avec une matrone, avec une femme honnête. Et moi qui suis déjà âgé, puisque, bon, je ne vous dirai pas mon âge, mais vous le voyez, j'avais une grand-mère, deux grands-mères, comme tout le monde, et elles étaient nées dans les années 1880. Et mes grands-mères ne seraient jamais sorties, non pas avec un voile, mais ne seraient jamais sorties en cheveux, comme elles disaient. Elles sortaient soit avec un chapeau,
qui étaient en général un chapeau noir parce qu'elles étaient veuves, lorsqu'elles allaient à la messe ou lorsqu'elles allaient visiter leurs amis, ou avec ce qu'elles appelaient, nous sommes dans le Midi, le fichu. Le fichu, c'est non pas le carré Hermès, ça n'existait pas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, le foulard. Voilà, quand elles allaient au marché acheter des poules vivantes. Donc, c'était pour elles une question, non pas de volonté de Dieu ou de soumission à la volonté de Dieu, mais une question d'honorabilité, de respectabilité. Elles étaient, au sens romain, des matrones. Et cette tradition romaine de l'Occident ne doit pas être oubliée, il me semble. Ceci dit, vous ne pouvez pas parler de tout. Votre communication était très riche, passionnante. Je vous en remercie. Je l'ai écoutée, comme tout le monde ici, je crois, avec un très grand intérêt. Voilà. Je pourrais continuer longtemps, mais comme il y a d'autres questions, je vais m'arrêter. Merci beaucoup, mais je crois que c'est des précisions qui sont utiles à entendre et que j'avais esquivées faute de temps. Les voiles dans l'Antiquité ont été bien étudiés et sont bien connus sous l'angle juridique ainsi que sous l'angle des représentations. Avec d'ailleurs un travail sur le genre qui est en train d'être accompli, puisque vous le savez très bien, monsieur, les aruspices, les devins, les prêtres, les empereurs, lorsqu'ils font des sacrifices à Rome, se couvrent la tête pour, encore une fois, marquer, comme nos amis à la synagogue, leur respect de l'acte qu'ils accomplissent. Premier point. Deuxième point, évidemment, ma grand-mère n'est jamais sortie en cheveux. Ça fait partie de ce que nous savons toutes et tous si l'on a un certain âge. Troisième chose intéressante, le voile n'est pas totalement universel. Et là, je suis fautive de ne pas l'avoir redit ou dit, à savoir que, par exemple, en Afrique noire, jusque dans les années 40-50, et la montée en puissance de l'islam en terre subsaharienne, hommes et femmes ne portaient rien sur la tête. Mais c'est un point que j'ai occulté. Je vous prie de m'en excuser. Quant à parler de mon embarras et de mon flou, je regrette qu'il soit apparu comme tel, lors même que dans ma tête, il y a quelque chose de très fort et qui conditionne et mon regard et mon travail d'historienne anthropologue et mes animations, mes travaux de citoyenne ou d'aujourd'hui, à savoir que nous avons la chance. J'ai la chance d'ailleurs de paraître en pantalon aujourd'hui face à vous, mes cheveux blancs bien visibles, et cela est une très grande chance que je n'oublie pas, bien évidemment. Mais je suis aussi membre d'un pays qui est encore une démocratie, à savoir la France, qui a instauré à l'époque de la Révolution française un droit que je trouve imprescriptible et qu'un juriste aura du mal à contredire, parce que le contredire, c'est entrer dans une jurisprudence impossible. Je parle de la liberté du costume. C'était l'expression à l'époque de la Révolution, la liberté de s'habiller comme on veut. Et ma position, puisque c'est cela, sur ce point sur lequel vous m'interrogez, monsieur, ma position est très très claire. Je pense que nous devons admettre que toutes les femmes musulmanes ne sont pas des analphabètes, ne sont pas des victimes, savent ce qu'elles font lorsqu'elles portent un voile ou n'en portent pas. C'est quand même le cas des 3/4 de la communauté féminine musulmane en France. On l'oublie trop souvent. Et cela grâce au fait qu'en France, contrairement à ce qui se passe en Iran, ou peut-être dans certains quartiers en France aujourd'hui, on est libre de s'habiller, quand on est un homme comme une femme, comme on veut, en tenant compte de la bienséance qui a elle aussi beaucoup évolué dans le temps, mais qui nous permet de choisir d'être, moi, devant vous, en pantalon, chose impossible il y a 100 ans. Et il y a 100 ans, j'aurais aussi porté un bibi sur ma tête.
Et donc, c'est ce droit que j'essaye de défendre en montrant que ce n'est pas la même chose d'avoir l'obligation, sous peine de mort, de porter un voile. Dans certains quartiers en France, c'est le voile ou le viol. Je ne l'oublie pas. Ce n'est pas la même chose quand on est dans une démocratie de refuser à certains ou à certaines, à nos amis masculins de porter la jupe. Vive le kilt. Je ne comprends pas pourquoi tout ça n'a pas été adopté par nos compagnons. Et vive le crop top, si ça ne gêne pas les autres, puisqu'en fait, le vêtement, c'est une question du regard de l'autre. On doit être à l'aise soi-même, parce que le regard de l'autre ne nous met pas à l'aise. Et donc, du même coup, est-ce que j'ai clarifié ma position ? Je l'espère. En tout cas, elle sous-tendait ma présentation, qui était une manière un désir que j'avais de laver un peu de nos têtes un certain nombre de préjugés que nous pouvons avoir sur l'intemporalité de certains voiles et surtout ce préjugé que nous avons, que nous ne connaissions pas ou que nous n'avions pas connu en France, des voiles du genre du hijab jusqu'au moins à Vatican II. Et en ce qui concerne, je finirai là-dessus, les religieuses catholiques, c'est au nom de Dieu, c'est marqué dans toutes les règles et les constitutions des couvents, c'est mon travail actuel et donc là je suis bien ferme sur ce point. Je peux vous citer toute une série de règles. C'est parce qu'elles deviennent les épouses du Seigneur qu'elles doivent porter un voile. Et par ailleurs, les règlements monastiques précisaient bien qu'au parloir ou lorsque une autorité civile devait entrer dans un couvent, non seulement elle portait un voile qui pouvait aller, comme sur les tableaux de Bellini, couvrir non seulement le front, mais aussi le menton, voire une partie le bas du visage avec la guimpe. Elle devait en plus rabattre le voile qui était le leur sur leur visage. Et donc, le voile à la façon saoudienne d'aujourd'hui était porté par des grands-tantes que j'ai eues lorsqu'il fallait aller les visiter. Cela, au moins, sûrement toutes, jusqu'à la Révolution française, et dans les ordres les plus sévères, jusqu'à Vatican II. Donc là, c'est au nom de Dieu que les femmes, Tertulien le dit très bien, portent ou portaient, même sous la forme d'un petit bibi à plumes façon proustienne, un voile qui marquait cette subordination voulue par Dieu. J'espère avoir répondu. Merci de cette réponse. Je vois des doigts qui se lèvent. Ici, un doigt qui se lève. En chemin, il y avait peut-être le doigt. Voilà. Donc, s'il vous plaît, le micro. C'est moi qui ai le micro pour une question. Le micro est encore là-haut. Une question. Ce serait pour une question rapide. Oui, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre conférence. Je voulais juste vous demander une petite précision. Dans le passage de la Bible que vous avez projeté, il y avait écrit que les femmes devaient être voilées à cause des anges. C'était pour avoir des précisions sur ça, parce que j'avais du mal à comprendre cette formulation. Bon. Alors, vous serez ni le premier, ni le dernier. Et là aussi, peut-être que je ne suis pas une bonne... je ne suis pas une bonne théologienne, mais sachez que c'est un point qui a fait l'objet des exégèses infinies depuis le IIIe siècle après Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Effectivement, la volonté... Alors, pour faire brève, et pour ne pas paraître complètement nul, là aussi, je dirais qu'il s'agit que le regard de Dieu est partout, c'est-à-dire que la femme doit se voiler, non pas seulement vis-à-vis de son Créateur, mais aussi vis-à-vis, évidemment, de ceux et celles qui, dans ce bas monde, la considèrent, mais les anges eux-mêmes. Alors, ça pose un énorme problème, puisque les anges
ne désire pas. Voilà, je ne vais pas épiloguer. Je vous dis, je ne suis pas la bonne personne, mais je vous donnerai les références des différents commentaires de ce passage étrange. Alors, l'épître aux Corinthiens, j'insiste, alors je vais choquer un certain nombre de gens. On vit dans un pays formidable où le blasphème n'est pas puni de mort. Donc je peux blasphémer volontiers. Alors, je ne sais plus d'ailleurs sur quel point d'ailleurs, zut, je voulais blasphémer. Ça va revenir. Là, c'est un beau lapsus d'ailleurs. Bon, le trou, je vous prie de m'excuser. Mais je vous donnerai de la bibliographie si vous voulez creuser la question. En tout cas, on a perçu la volonté de blasphémer. Une question... Merci. Donc, si Nicole voulait bien me transmettre ces références-là, je les transmettrai en direct. Une question ici, s'il vous plaît. L'un des premiers mots que vous avez employé dans votre conférence, c'est le terme polémique. Il existe actuellement une polémique, je pense, sur le phénomène des abayas. Est-ce pour vous juste un substitut du voile? Est-ce autre chose? Que pensez-vous de ce qui est fait actuellement et de la position de l'État vis-à-vis du port d'abaya de jeunes filles musulmanes dans les lycées? Alors, moi, j'ai une position extrêmement légaliste. Alors, il y a des amis enseignants qui, là aussi, seraient plus à même de répondre à ce qui est, dans la pratique, extrêmement difficile. Moi, ma réponse va être évidemment théorique. Nous avons des lois en France qui font qu'à l'école, dans les collèges et dans les lycées, aucun signe religieux ostentatoire ne doit être abordé. Donc, l'abaya doit être proscrite. À partir du moment où on estime que la jeune femme ou le jeune homme n'est pas contraint à porter ce vêtement, qu'il a atteint un âge de raison, qu'il est majeur, pourquoi ne pas porter d'abaya dans les amphis? Aux États-Unis, j'ai eu souvent des étudiantes des étudiants en kippa, bien sûr, et des étudiantes en abaya. Personnellement, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est tellement chouette le vent dans les cheveux. Hein. C'est tellement chouette d'être en pantalon quand on est une femme, pas être engossée dans des vêtements qui nous obligent à faire des choses comme ça. Mais il me semble qu'en régime démocratique, quand on est majeur, c'est une liberté qu'on doit préserver pour ces jeunes femmes. Et j'ai horreur des martyrs. Et donc, nous avons, me semble-t-il, pas tout à fait intérêt, tactiquement, politiquement, à monter en épingle telle ou telle provocation. Mais la limiter et l'encadrer par la loi, au moins dans les établissements pré-universitaires. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. C'est ma réponse. Merci. Après, mademoiselle, vous récupérerez vite le micro pour l'amener au monsieur qui est ici. Oui, je voudrais juste aussi une petite précision. Est-ce qu'il y a une pression sociale en Arabie Saoudite sur le port des voiles pour les hommes, en dehors du fait qu'il y a sûrement une question de protection? Alors, ça, c'est une très très bonne question. C'est un coin du monde où je ne suis jamais allée, où je n'ai pas d'ailleurs trop envie d'aller, il faut bien le dire. À savoir que là, les hommes, alors une des diapos que je vous ai montrées tout à l'heure et que je n'ai pas pris le temps de commenter, je l'avais choisie délibérément parce que vous avez dû voir que les 2/3 des hommes portaient un tissu sur la tête et qu'il y avait un certain nombre d'hommes, peu nombreux, ou en uniforme militaire, ou en complet veston civil. Et donc là, il n'y a pas de contrainte. Mais au nom du nationalisme et au nom aussi de traditions culturelles, au nom peut-être d'un certain plaisir à être dans un vêtement souple comme celui de nos amis
saoudien. En tout cas, il y a possibilité d'avoir une garde-robe qui soit à la fois occidentale et une garde-robe traditionnelle. Alors, ce sont des questions extrêmement, alors pour moi, touchantes, parce que ça touche à mon corps, à ma peau, et voir ouvrir les garde-robes de certaines amies algériennes très pratiquantes et qui croient que pour montrer qu'elles croient, elles doivent sortir en haïk. Leurs garde-robes occidentales sont bien plus riches que les miennes. Et si on regarde de très près certaines photos de porteuses d'abaya, certaines qui ont, comme moi, un regard de coquette affirmé, ont vu la splendeur de leurs chaussures, la splendeur de leur sac, qui sert à dire des corps, finalement, qui nous paraissent, nous, parce qu'on est ignorant et qu'on ne sait pas les décrypter, invisibilisés par l'abaya, lors même que la façon de bouger dessous, l'épaisseur du tissu dont est fait l'abaya, mais surtout les accessoires qui l'accompagnent, on en parlera cet après-midi, transforment et la silhouette et le sens des choses. Mais pour répondre à votre question, il y a effectivement une différence genrée qui est extrêmement marquée en Arabie saoudite. Liberté pour les hommes et contrainte absolue pour les femmes. Une dernière question. Oui, j'avais une question, enfin un petit commentaire. Donc, si j'ai bien compris, et je vous suis là-dessus, le voile était d'abord un retrait du monde. Hein, c'est peut-être un retrait du monde. Bon, et c'est aussi un joug. Donc, on le voit très bien en Iran en ce moment. On peut dire que là, c'est un joug. Hein, je pense que personne ne dira le contraire. C'est aussi un objet sexualisé, donc on a un peu tout, si je reprends un peu le commentaire tout à l'heure dans votre conférence. Mais ce qui pose un problème, je pense, et ça on l'a à peine effleuré ici, c'est quand même le voile en France. Donc vous êtes partisane de ce qu'on entend souvent d'ailleurs dans les médias, que finalement on a la liberté en France et la chance, la liberté dans une démocratie de s'habiller comme on veut. Et ça, bien entendu, personne, tout le monde vous suivra là-dessus. Mais c'est bien là la question. Vous dites ces jeunes femmes ou ces femmes sont pas illettrées, sont pas idiotes, et quand elles le portent, c'est parce qu'elles veulent le porter. Et c'est là qu'est le problème. Est-ce qu'elles veulent le porter? La jeune fille qui vient au lycée en abaya, est-ce que finalement parce qu'elle veut le porter, ou est-ce que c'est parce que c'est une revendication identitaire ou voire politique qu'elle le porte? Et c'est là la question. Tout le débat est là en France autour de ça, il me semble en tout cas. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vous remercie de rebondir sur ce problème, parce que j'ai dit que j'avais une théorie claire, mais dans la pratique, tout est beaucoup plus compliqué, bien sûr. Mais vous avez vu que j'ai osé prendre la parole sur ce sujet grâce à Jacques, parce que je voulais tous et toutes que nous tendions à complexifier au maximum cette question. Donc tous nos embarras sont intéressants et doivent être retenus. Et en ce qui concerne la contrainte que vous disiez, c'est une contrainte qui peut être religieuse et que certains peuvent trouver tout à fait légitime et d'autres tout à fait illégitime. C'est la contrainte des grands frères, la contrainte des pères, de même que mon père, quand je sortais, il fallait que je porte des gants blancs. Mon père, il voulait que j'ai des gants blancs le dimanche. Bon, c'était une contrainte de fou à mes yeux. Bon. Je rappelle aussi que mon foulard Hermès, c'était faire la nique à ma mère. Et que beaucoup de jeunes femmes d'aujourd'hui, ça trouble beaucoup les femmes de ma génération, qui se sont battues pour qu'on ne porte plus le haïk dans les rues nécessairement d'Alger, et de voir leurs filles revenir complètement empaquetées, bâchées, comme on disait à Alger il y a une dizaine d'années. Et là, il y a des phénomènes aussi transgénérationnels qui sont extrêmement amusants,
ou triste la révolte des filles contre les mères récemment immigrées, lointainement immigrées, cette révolte des filles peut passer par l'adoption d'un voile révulsif aux yeux de leur mère. Alors, les phénomènes d'identité, vivre dans les quartiers, on sait ce que c'est. On est pauvre. Je dirais aussi qu'un voile, c'est un cache-misère. Hein. Les copines marocaines me disent « Oh là là, Nicole, tous les matins, il faut que tu choisisses la couleur de ta veste qui va avec ta jupe, etc. » Moi, je mets ma djellaba, je vais au marché, je suis en pyjama dessous, personne ne le saura. C'est tout ça, toutes ces raisons-là peuvent jouer et exister. Alors, cache-misère dans les quartiers, mais surtout étendard. Et c'est ça que j'ai essayé de montrer dans toute la petite littérature que j'ai écrite sur le vêtement. Tout vêtement est un rempart et un étendard. Un rempart, les agressions du voyeur, des toucheurs, des manipulateurs, des agresseurs. Pour les femmes, le voile peut être une protection indispensable dans certains contextes, dans certains milieux. C'est un rempart donc contre le regard des autres, face au regard des autres, mais c'est aussi un formidable rempart. La vieille aujourd'hui a essayé de ne pas être trop vieille, hein, donc elle s'est habillée d'une certaine manière. Et porter le voile, c'est dire « je suis fille d'immigrés, je suis une musulmane croyante, avertie ou pas, je suis contre ma mère ». Tout ça joue et nous devons tous et toutes l'admettre. Et j'insiste beaucoup sur le fait que toutes les femmes ne sont pas les victimes de leurs hommes, y compris parmi les porteuses de voile. Ça peut peut-être être une conclusion, s'il n'y a pas d'autres questions. Merci en tout cas de vos questions. C'était une conclusion de cette magnifique conférence. Merci infiniment, Nicole.